toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au contrat de travail et plus précisément aux clauses obligatoires du contrat de travail et aux informations que doit fournir l'employeur autour de ce contrat de travail. Je vous laisse comme d'habitude pour nos petits habitués interagir avec moi via la capsule de chat en bas de votre écran puisque nous sommes en direct. Donc, vous pouvez poser vos questions directement pour que je puisse vous répondre et que vous ayez des cas concrets et des réponses concrètes surtout à ce qu'on va dérouler ensemble au cours de ce webinaire. Et puis, comme il est en direct, il est retransmis ensuite sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Par contre, vous n'apparaissez pas. Donc, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas, par souci de droit à l'image, de confidentialité et tout. C'est pour ça que si vous avez des questions, donc vous pouvez les écrire donc sur la capsule de chat en bas de votre écran. Je vous invite aussi à suivre et à récupérer la petite synthèse que j'ai préparée pour vous par rapport à tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, dans l'onglet fichier, et puis normalement, elle apparaît à l'écran si tout se passe comme il faut. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez télécharger le PDF sur l'onglet fichier. Là, vous avez un petit rond rouge qui apparaît sur votre écran pour pouvoir récupérer donc cette synthèse. Nous allons commencer le déroulé de ce webinaire. Vous êtes déjà quasiment tous là. Les retardataires nous rejoindront. Donc, j'ai voulu faire ce webinaire parce qu'on a beaucoup d'élus du CSE qui nous posent des questions sur des clauses du contrat de travail. Est-ce qu'elles sont légales, pas légales, abusives? Et on fait des fois mal la distinction entre le contrat de travail en CDI, en CDD, ce que prévoit la convention collective, des clauses ou des conditions dérogatoires qui peuvent être prévues par accord d'entreprise. Voilà, donc je vais redétailler avec vous quelles sont en tout cas les obligations légales et comment les clauses peuvent être et doivent être rédigées dans les contrats de travail, qu'on soit en CDI ou en CDD, puisque on a des obligations en termes de CDD qui ne sont pas les mêmes. Je vous ferai aussi un petit focus sur les contrats de travail et sur les relations de travail dans la fonction publique, puisque nous avons pas mal de personnes qui nous suivent qui sont dans la fonction publique d'État ou territoriale ou hospitalière. Donc, j'apporterai des précisions là-dessus. Et bien sûr, si vous avez besoin de compléments d'informations, si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter nos équipes, soit pour une permanence spécifique aux élus du CSE. Donc, c'est une permanence qui est gratuite et c'est un rendez-vous privé, donc en face à face en ligne, soit pour un accompagnement ou un besoin de formation pour lequel on peut vous orienter et vous faire donc des propositions. Donc, concernant ces clauses et ces informations obligatoires dans les contrats de travail, je vais déjà commencer donc dans le secteur privé, donc toutes les entreprises de droit privé qui embauchent des salariés en CDI. Ok, donc on sait que le CDI est le seul contrat en France qui n'est pas forcément écrit. Et les dispositions du CDI sont régies par le contrat de travail, par les conventions collectives, par le contrat quand il est écrit et éventuellement par des accords d'entreprise quand il y a des spécificités particulières qui peuvent être donc repris au contrat. Si une personne est embauchée et qu'elle n'a jamais signé de contrat ou qu'un contrat ne lui est pas proposé, elle est de fait en CDI. Et va s'appliquer alors automatiquement les dispositions du contrat de travail, les dispositions de la convention collective en fonction de ce qui sera donc du coup le plus favorable pour ce salarié. On ne pourra pas lui imputer une disposition autre puisqu'il n'y a pas de contrat de travail écrit. Donc ça, c'est uniquement pour les CDI. En termes de clauses obligatoires, on a la première clause, donc qui est l'identité des parties. Le contrat, quand il est écrit, donc doit prévoir qui il engage, avec au moins nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, date de naissance, lieu de naissance pour le salarié et la dénomination sociale, l'adresse du siège, le nom du représentant légal, le numéro de SIRET pour l'entreprise. Il y a aussi normalement le numéro d'affiliation URSSAF pour les déclarations sociales et tout ça.
Ensuite, dans un CDI, on va vous expliquer aussi, on va vous préciser quel est le poste sur lequel vous êtes embauché, donc les fonctions ou le poste auquel vous êtes rattaché et embauché. L'intitulé précis du poste, et on préconise souvent aussi de rajouter l'affiliation à la classification prévue par la convention collective en échelon, en coefficient, en palier. Voilà, ça va dépendre ça de votre convention collective. Bien sûr, on va vous préciser aussi la date d'embauche pour savoir voilà, à partir de quelle date vous êtes engagé, à partir de quelle date les démarches aussi administratives sont faites. La durée de la période d'essai, si elle est prévue. Un contrat de travail qui ne prévoit pas de période d'essai, du coup, il n'y a pas de période d'essai applicable pour le salarié. Donc, il faut absolument, si on veut faire une période d'essai, le mentionner dans le contrat de travail. Et si la période d'essai est renouvelée, donc il faut qu'elle soit prévue, et les conditions de renouvellement doivent être prévues dans le contrat de travail et du coup respectées, bien sûr, parce que si on ne les respecte pas, le salarié peut très bien dire mais du coup je ne suis plus en période d'essai ou alors les conditions ne sont pas respectées, donc la période d'essai initiale est dépassée, je ne suis pas en renouvellement. Donc il faut faire très attention à cette partie-là. Vous, en tant qu'élu du CSE, si vous êtes sollicité sur la question, bien vérifier les délais, le calcul. La période d'essai se calcule souvent en jours calendaires. Hein, donc, voilà, on fait attention à tout ça pour savoir si on est dans les clous ou pas. La nature du contrat, on doit toujours savoir si on a affaire justement à un CDI, un contrat de travail temporaire, donc si on est en agence d'intérim. Voilà, c'est important de savoir puisque les dispositions, les règles ne vont pas forcément être les mêmes. On va aussi dans les clauses nous préciser le lieu de travail. Alors souvent, on a le lieu donc du siège social ou de l'établissement sur lequel on est rattaché. On peut avoir aussi une mention qu'on peut être amené à se déplacer dans tous les établissements du site à partir du moment où le déplacement n'enclenche pas une mobilité trop importante, hein, une nécessité de déménagement ou des choses comme ça. Pour que tout reste cohérent pour pas que la clause soit considérée par la suite comme abusive. On va avoir la clause aussi sur la durée du travail. Est-ce qu'on est à temps plein, est-ce qu'on est à temps partiel? Si on est à temps plein, sur quelle base? 35, 37h30, 39 heures, ça va dépendre voilà, de votre entreprise. Et si on est à temps partiel, donc prévoir la durée hebdomadaire et la mensualisation de cette durée hebdomadaire avec la répartition des heures ou des jours de travail. Quand on est à temps plein, on n'est pas obligé d'avoir les horaires, par contre, dans le temps de travail. On peut avoir selon l'horaire collectif applicable ou selon le planning, mais on peut juste dire qu'on est sur une base de 35 heures ou 151 heures 67. Par contre, quand on est à temps partiel, on doit plus détailler. Ça, c'est très important. La rémunération. On parle toujours en brut. Alors, il peut y avoir, hein, par souci de transparence ou parce que c'est plus facile à comprendre, la rémunération qui est donnée en net. Par contre, c'est la rémunération brute qui fera toujours foi dans l'entreprise puisqu'il y a des cotisations qui peuvent varier, des taux de cotisation aussi qui peuvent varier, des taux de mutuelle, des déductions en fonction de la mutuelle, de la prévoyance ou de tickets resto ou autre avantage. Donc, c'est vraiment la rémunération brute qui va engager l'employeur. Et dans les conventions collectives, d'ailleurs, quand vous avez vos grilles, les rémunérations sont toujours mentionnées en brut. On va vous expliquer aussi dans cette rémunération si la rémunération est fixe ou si elle est variable, s'il y a des heures sup, comment elles sont majorées, comment elles sont réalisées et tout ça. Sachant que je vous rappelle que les heures sup sont censées être à l'initiative de l'employeur. Hein. Ce n'est pas le salarié qui décide quand est-ce qu'il fait des heures sup ou pas. C'est l'employeur, moyennant donc un délai de prévenance et toute une organisation qui prévoit quand est-ce que le salarié fera des heures sup exceptionnelles, ou alors les heures sup peuvent être prévues au contrat. On peut avoir un contrat 39 heures, écrit 39 heures du coup dans le contrat de travail. On sera sur une base du coup de 35 heures plus 4 heures sup. On va nous mentionner aussi la convention collective applicable. Chaque secteur d'activité a sa propre convention collective. Il existe aussi des entreprises qui ne sont pas soumises à une convention collective. Donc, dans ce cas-là, seul le contrat de travail sera la référence. Et on aura aussi la clause concernant le préavis en cas de rupture. Ça peut être une clause qui renvoie uniquement aux dispositions légales ou conventionnelles, ou alors une clause plus détaillée qui explique en cas de démission, en cas de licenciement ou autre, quel est le préavis à respecter, à la fois pour l'employeur ou pour le salarié.
Ça, ce sont les clauses obligatoires minimum qui doivent figurer, bien sûr, avec la signature de chaque partie, pour bien montrer que le contrat de travail a été approuvé en l'état. Il y a aussi des clauses facultatives qui peuvent se rajouter que dans les CDI. La clause de non-concurrence, c'est celle dont on entend le plus souvent parler. Attention à cette clause, il faut qu'elle soit super bien rédigée parce qu'elle pourrait être considérée sinon comme abusive. L'idée de la clause de non-concurrence, c'est que, pareil, elle ne s'applique pas à tous les postes. Il faut que la nature du poste soit d'une telle importance que l'employeur, quand bien même la relation de travail serait finie, que ce soit à l'initiative de l'employeur ou que ce soit à l'initiative du salarié, il y ait une nécessité pour l'employeur d'empêcher le salarié de transmettre un savoir-faire ou des informations dans une autre entreprise concurrente directement ou indirectement. Donc, on va prévoir dans cette clause que quand bien même les relations de travail seraient finies, le salarié est empêché d'aller travailler pour une durée bien précise et dans un secteur géographique bien délimité, d'aller travailler pour une activité concurrente, de se mettre à son propre compte et on va donner des précisions là-dessus. S'il y a un manque de clarté ou s'il n'y a pas de durée qui est définie ou de secteur géographique défini, on peut avoir cette clause de non-concurrence qui tombe. La clause de non-concurrence prévoit nécessairement aussi une contrepartie financière. Pendant le temps où l'employeur va empêcher le salarié de retravailler dans ce secteur d'activité-là, ce salarié va être indemnisé. Donc, on va devoir nécessairement indiquer la contrepartie financière dans cette clause de non-concurrence et être engagé. On va prévoir aussi la possibilité de faire tomber, de renoncer à cette clause de non-concurrence avant la fin du contrat de travail ou au plus tard au dernier jour du contrat de travail, de façon à libérer le salarié de cet engagement et à libérer aussi l'employeur de l'obligation de rémunérer donc la clause de non-concurrence. Il faut faire attention à bien respecter ces délais parce que si on oublie de dénoncer la clause, elle est due. Donc ça, c'est pour la clause de non-concurrence. On peut avoir aussi en clause facultative une clause de confidentialité, ce qui veut dire que pendant toute la relation de travail et même au-delà de la relation de travail, le salarié sera empêché de communiquer sur les informations, les documents, le savoir-faire, des méthodes, des recettes auxquelles il a eu accès pendant la relation de travail, que ce soit pendant la relation de travail ou au-delà. Si par la suite, il y a une fuite qui cause un préjudice qui a nui du coup à l'entreprise, l'employeur pourrait se retourner contre le salarié parce qu'il y a cette clause de confidentialité. Il faut faire attention, la clause de confidentialité vient en plus de l'obligation de loyauté du salarié, hein, bien sûr. On peut avoir aussi une clause de mobilité géographique qui viendrait donc, une fois qu'on a défini le lieu de travail, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir la clause de mobilité qui vient se rajouter et la mutation donc en application d'une clause de mobilité bien sûr qui serait rédigée de façon valide, hein, va s'imposer au salarié si elle est écrite dans le contrat de travail. Du coup, le refus du salarié pourrait représenter une cause réelle et sérieuse de licenciement. Bien sûr, il y a des refus qui sont considérés comme légitimes et qui vont pouvoir être opposés par le salarié. Concernant la modification d'un autre élément du contrat, la modification du montant de la rémunération et de la structure de la rémunération, le retrait d'un véhicule de fonction, la modification des fonctions ou une rétrogradation, ou alors la modification de la durée du travail, les horaires de travail, jour, nuit, en fonction donc de ce principe de mutation et de mobilité. Il peut y avoir aussi un refus pour convenance personnelle. Là, il va falloir vraiment prouver et déterminer avec précision ce qui peut empêcher à titre perso l'application de la clause de mobilité qui a été intégrée dans le contrat de travail et signée par le salarié. Il pourrait y avoir une mise en œuvre abusive de cette clause de mobilité, la mauvaise foi de l'employeur, approuvée par le salarié par contre. Donc, la charge de la preuve incombe au salarié, ou une décision de mutation sans intérêt pour l'entreprise. On a de la jurisprudence là-dessus. Donc, il faudra vraiment avoir un contexte autour de cette clause de mobilité pour qu'elle soit appliquée. Faire attention, comme je vous disais, à l'atteinte à la vie personnelle et familiale. Si l'atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, il n'y aura pas atteinte justement à la vie personnelle et familiale. Donc, tout est un contexte
autour de la vie privée, où il va falloir du coup discuter et s'assurer qu'on ne soit pas dans une application abusive ou qu'on ne soit pas dans un refus abusif de la part du salarié. On peut imposer dans une clause de mobilité le partage du temps sur plusieurs établissements. Attention, il y aura des conditions à respecter, notamment géographiques et en termes de trajet et voilà, en termes d'organisation. Le non-respect du délai de prévenance par l'employeur peut par contre rendre inapplicable cette clause de mutation. On va prévoir du coup dans la clause de mobilité, dans la clause de mutation, un délai de prévenance et le délai ou alors on va appliquer un délai conventionnel ou à défaut un délai qu'on va estimer suffisant. Il faudra aussi s'assurer que le salarié soit dans la possibilité de se rendre sur le nouveau lieu de travail. En l'absence de transport en commun ou de véhicules personnels, il devra y avoir une réflexion et une organisation autour de cette clause de mobilité. Et il peut y avoir aussi des modifications, donc des conditions de travail d'un salarié protégé. Attention, l'accord du salarié protégé est toujours nécessaire pour l'application d'une clause de mobilité. On parle uniquement là des salariés protégés, donc vous, élus du CSE notamment. N'hésitez pas, encore une fois, dans le déroulé de mes explications, de poser voilà, vos questions. Alors, le renoncement de la clause de non-concurrence doit être accepté par les deux parties. Si après sa démission, le salarié sait avoir la clause et ne recherche pas de travail localement mais plus loin, il apprend le dernier jour que l'employeur y renonce, il n'aura pas de contrepartie sur laquelle il comptait pour déménager, pour aller… Effectivement, en fait, dans la clause de non-concurrence, on va prévoir un délai de prévenance. On va nous dire l'employeur se réserve la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence moyennant un délai de 8 jours avant la fin du contrat, de 15 jours avant la fin du contrat. Et dans ce cas-là, l'employeur sera engagé, il devra absolument respecter. S'il ne respecte pas cette clause, le salarié pourrait potentiellement prétendre à une indemnisation à partir du moment où il peut prouver qu'il a subi un préjudice par rapport au non-respect de cette condition. Et on peut avoir aussi une rédaction de clause qui dit au plus tard, au dernier jour du contrat de travail. Donc là, si le salarié a pris ses dispositions, effectivement, ça n'engagera que lui, on sera dans le respect des clauses contractuelles. On a beaucoup de jurisprudence autour des clauses de non-concurrence où on a des solutions assez diverses et des positions assez diverses qui sont données par la jurisprudence. On a vraiment le cas de la nuisance, de l'atteinte en fait portée sur l'application ou l'inapplication de cette clause de non-concurrence. Là, donc, je vous parlais, donc toujours pareil, secteur de droit privé, en CDI, et je vous parlais des clauses du contrat de travail. On a aussi ce qu'on appelle des informations obligatoires à respecter et qui doivent être données par l'employeur, à intégrer dans le contrat de travail, ou alors, quoi qu'il en soit, à fournir par tout moyen par l'employeur autour du contrat de travail dans certains délais. On a donc des informations qui sont automatiquement données par l'employeur, et ça c'est une loi de mars 2023 avec un décret du mois d'octobre 2023 qui est venu apporter ces précisions-là, où on nous dit que il peut y avoir donc des dispositions réglementaires ou conventionnelles autres, mais que sinon, au plus tard dans les 7 jours à compter de l'embauche, l'employeur, par tout moyen, doit avoir fourni l'identité des parties. Donc ça, généralement, on le retrouve au contrat de travail, mais voilà, au cas où. Le lieu de travail et l'adresse de l'employeur si elle est distincte. L'intitulé de poste, les fonctions, la catégorie d'emploi si jamais ça ne figure pas dans le contrat de travail. Et on sait que le contrat de travail n'est pas forcément toujours signé en amont ou le jour même de l'embauche. Des fois, il peut y avoir 1 ou 2 jours. En tout cas, là, on nous dit que jusqu'à 7 jours, on peut avoir ces informations-là qui sont données au salarié par l'entreprise qui figurent ou non dans le contrat de travail. La date d'embauche, bon ça forcément, la durée et les conditions de la période d'essai, les éléments constitutifs de la rémunération,
il faudra indiquer là de façon séparée s'il y a une majoration pour heures supplémentaires et quelle est cette majoration. Et on va devoir aussi préciser aux salariés la périodicité et les modalités de paiement. Est-ce qu'on paye chaque mois? Est-ce qu'on paye avant le 10 du mois? Est-ce qu'on paye par chèque, par virement, sur un compte qui est forcément nominatif et au nom donc du salarié? On n'a plus le droit de verser le salaire sur un compte dont le titulaire ne serait pas le salarié. Si on est dans le cadre d'un CDD, on va avoir la date de fin et la durée prévue donc de celle-ci. On va avoir aussi comme information à donner la durée du travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ou alors les modalités d'aménagement quand on est sur un aménagement de la durée du travail qui est supérieure à la semaine. Donc toutes ces précisions-là doivent être données à titre d'information par l'employeur dans un délai de 7 jours. De même, concernant les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires quand il est à temps partiel. Et toute modalité concernant le changement d'équipe quand on est sur du travail en équipe successive, alternante et tout ça. Donc ça, ce sont toutes des informations qui doivent figurer soit dans le contrat de travail, et le plus souvent c'est le cas, clairement, ou alors par tout moyen dans les 7 jours qui suivent l'embauche. Dans cette fameuse loi de 2003, on vient nous dire aussi qu'au plus tard 1 mois à compter de l'embauche et toujours par tout moyen, on doit préciser les accès du droit à la formation. Là, c'est l'article L6321-1 du Code du travail qui vient dire que l'employeur doit informer le salarié du pouvoir d'utiliser donc son CPF, de la possibilité aussi de bénéficier du plan de développement des compétences, du fait de pouvoir bénéficier d'un entretien tous les 2 ans concernant l'évolution de carrière professionnelle. On va devoir aussi au plus tard, dans le mois qui est compté de l'embauche, donner des informations concernant la durée des congés payés, les modalités de calcul du congé payé et des congés payés dans l'entreprise. La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail. Tout ce qui est convention et accord collectif applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement, ainsi que les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié. Tout ce qui est contrat de protection sociale, complémentaire, conditions d'ancienneté pour en bénéficier. Tout ça, si ce n'est pas écrit dans le contrat de travail, on va devoir le préciser dans un autre support qui va être porté à la connaissance, justifié bien sûr. Donc souvent, on demande une co-signature de façon à pouvoir prouver que le salarié a bien eu connaissance de toutes ces informations dans le délai imparti, de façon à ce qu'il ne soit pas lésé, qu'il n'y ait pas un préjudice qui puisse être applicable. Donc, comme je vous le disais, toutes ces informations-là viennent en plus des clauses du contrat de travail. Ces informations, elles sont transmises au choix, soit dans le contrat de travail lui-même, soit dans un document annexe. Et l'employeur doit forcément donc conserver une preuve de remise de ce salarié, de remise au salarié, pardon. En cas d'oubli, le salarié pourrait saisir le conseil de prud'homme si les informations ne sont pas transmises et s'il a eu du coup un préjudice qui découle donc du manque de ces informations. Bien sûr qu'au préalable, il est quand même vivement conseillé aux salariés de se manifester, de demander ces informations et il peut se rapprocher de vous en tant qu'élu du CSE. C'est pour ça que vous devez avoir connaissance de toutes ces informations obligatoires. L'administration, notamment l'inspection du travail, peut également sanctionner l'employeur qui est tenu donc à un devoir d'information, ce qu'on appelle le devoir d'information renforcé. Ça, c'était pour la partie CDI. Pour les CDD, attention, le CDD est automatiquement écrit. Déjà, si on n'a pas de contrat écrit, le salarié peut demander la requalification en CDI. Le CDD est forcément écrit et la clause la plus importante dans un CDD, c'est le motif de recours au CDD qui est impératif et qui est essentiel. On doit absolument savoir pourquoi on a recours au CDD et le motif du recours au CDD doit être légitime. C'est strictement encadré par les dispositions du Code du travail. On ne peut pas avoir recours à un CDD n'importe comment et pour n'importe quelle raison. On a recours à un CDD pour remplacement d'un salarié absent.
On a recours à un CDD pour surcroît temporaire d'activité. On a recours à un CDD dans le cadre d'un remplacement dans l'attente d'une entrée en CDI. Voilà, on a des motifs qui sont vraiment strictement encadrés et qu'on doit respecter. On a un CDD aussi qui peut être saisonnier, justifié donc par la nature de l'activité. Donc ça doit vraiment être important. On doit avoir des précisions et le motif de recours au CDD doit suffisamment être précis et clair pour qu'on puisse s'assurer qu'il soit valable. On va aussi avoir la date début et la date de fin. Que la date de fin soit à terme précis ou imprécis, puisqu'on peut avoir un CDD pour remplacement, par exemple, d'un salarié absent, où on va avoir un terme précis, de date à date, ou alors un terme imprécis qui va être jusqu'au retour du salarié absent. On va avoir une période d'essai, et attention, s'il n'y en a pas prévu dans le contrat de travail, ça veut dire qu'il n'y aura pas de période d'essai. Et je fais une petite précision, c'est que la période d'essai en CDD ne se calcule pas de la même façon qu'en CDI. Attention, quand on est sur une période d'essai en CDI, on a le code du travail ou la convention collective qui prévoit la période d'essai en fonction du poste, si on est ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre, et en fonction donc de ce qui est prévu donc dans le code du travail ou alors dans la convention collective. Quand on est en CDD, la période d'essai est prévue à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 15 jours en fonction de si on est sur un CDD de moins de 6 mois ou alors au-delà, on aura une période d'essai qui sera fixe et elle ne se renouvelle pas. Alors qu'en CDI, on peut avoir la clause de renouvellement de la période d'essai qui est prévue dans le contrat de travail, à la condition aussi, bien sûr, qu'elle soit prévue dans la convention collective. Sinon, on ne pourra pas prévoir de renouvellement de période d'essai dans un CDI. Là, concernant le CDD, donc on a la période d'essai. Je vous rappelle, attention, elle ne se calcule pas de la même façon et on ne la renouvelle pas. Par contre, on va devoir avoir aussi une autre clause dans le CDD, c'est la clause de renouvellement du CDD. Le CDD peut être prévu donc une fois, avec la possibilité d'être renouvelé si jamais le motif du recours au CDD n'est pas atteint. Si la saison n'est pas finie, on peut poursuivre le CDD. Si le surcroît temporaire d'activité n'est pas fini avant le terme prévu, si le salarié remplacé n'est pas revenu, on va pouvoir reconduire le CDD dans la limite de 2 fois. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire plus de 2 renouvellements au CDD et aussi dans le délai des durées maximales de recours au CDD qui sont prévues par le contrat de travail ou par la convention collective, par le code du travail, en fonction du motif de recours au CDD. En fonction de pourquoi on a recours au CDD, les durées de CDD max, renouvellement inclus, sont fixes. On ne peut pas y déroger non plus. On va avoir une autre clause dans le CDD qui va être l'indemnité de fin de contrat. Le CDD est par nature précaire, donc on prévoit une indemnité de précarité, une indemnité de contrat qui est souvent de 10%. Elle doit être absolument prévue dans le contrat de travail. Le seul CDD pour lequel l'indemnité de précarité ne s'applique pas, c'est le CDD saisonnier. Donc, on continue. Ça, c'était donc pour toute la partie contrat de travail, CDD, CDI, quand on était sur le secteur de droit privé. Quand on est dans la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou hospitalière, c'est pas exactement la même chose. On va avoir déjà une distinction entre les agents qui sont contractuels et les fonctionnaires qui sont titulaires. Les agents qui sont contractuels vont avoir un contrat selon des dispositions qui seront prévues et spécifiques à la fonction publique, alors que les fonctionnaires titulaires ne signent pas de contrat de travail classique, au sens classique du terme. Pour les agents contractuels, on va avoir toujours pareil, un contrat qui va prévoir l'identité des parties, ça ok, le motif de recrutement, la précision, donc le fondement juridique et le recours clair aux besoins à pourvoir,
les fonctions qui vont être exercées, le lieu de travail, date d'effet, durée du contrat, la mention éventuelle d'une période d'essai, le temps de travail, la rémunération en brut, la référence aux grilles indiciaires si elles sont, quand elles sont applicables, le droit à congé, les régimes de protection, les dispositions relatives à la discipline et tout ce qui est conditions de renouvellement ou de cessation donc, du contrat, ainsi que les références réglementaires. Là, c'est vraiment pour les agents donc, contractuels dans la fonction publique. Le contrat doit toujours être écrit et signé par les deux parties et toute modification, que ce soit de poste, de durée, de rémunération, doit faire l'objet d'un avenant. L'agent peut demander une copie de son contrat à tout moment. Là, on se rapproche un peu de ce qui se pratique dans le secteur de droit privé, même si la nature même des clauses ne vont pas forcément être rédigées de la même façon. Le recours aux indices, au système de rémunération et tout n'est pas du tout le même non plus dans la fonction publique et dans le secteur privé. Donc, on va avoir des variables de rédaction là-dessus. Quand on est fonctionnaire titulaire, là, il y a tout qui change. On n'est plus sur un système de contrat de travail, on n'est plus sur une application de clauses comme pour les agents contractuels. On est sur un système qui est régi par ce qu'on appelle un statut, c'est un ensemble de lois en fait et de décrets qui viennent donner un cadre réglementaire à la nomination en fait de l'agent d'État. Ou de l'agent qui est nommé sur la collectivité publique. Donc, il n'y a pas de contrat formel au sens du terme. Par contre, il y a des actes administratifs et des éléments formels qui vont encadrer la relation de travail du fonctionnaire titulaire. On va avoir, pour pouvoir être fonctionnaire titulaire, un arrêté de nomination. Donc, ça va être un arrêté qui va donner la précision du poste de la personne qui est à ce titre-là, à ce statut-là. Le statut général, la grille indiciaire de rémunération et à chaque fois qu'il y aura une évolution de carrière, on va avoir aussi un arrêté d'évolution de carrière et un arrêté aussi de fin de carrière quand la personne va partir à la retraite ou quand il y aura une rupture. On va avoir aussi des disponibilités, c'est-à-dire que le salarié va pouvoir faire état d'une demande de disponibilité, donc il va être mis en disposition. Ça veut dire que son contrat va être suspendu, mais pas arrêté. Il pourra, sous certaines conditions, travailler ailleurs ou alors avoir des projets personnels. Il ne sera pas rémunéré pendant tout ce temps-là. Par contre, il ne perd pas son poste. Il est juste suspendu pour une certaine durée et puis ensuite il revient. Donc tout ça, pareil, se fait par arrêté et pas dans un contrat de travail et pas dans un contexte de droit privé comme on peut avoir pour un CDD ou pour un CDI classique. Voilà pour toutes ces petites précisions, toutes ces petites distinctions qui régissent un petit peu nos contrats. N'hésitez pas à me poser vos questions et donc via la capsule de chat pour les quelques minutes là qui nous restent ensemble, ou alors d'ores et déjà, je vous dis à contacter nos équipes si vous avez besoin d'éclaircissement sur un exemple en particulier de contrat, sur une situation que vous pouvez rencontrer directement vous en tant qu'élu du CSE ou dans le cadre de votre mission. Je vous rappelle qu'on a notre webinaire de l'été concernant les actualités sociales et juridiques vendredi. Donc, on se connecte tous ensemble à 11h30 et on fera un point sur les dernières jurisprudences. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à contacter nos équipes, à récupérer votre petite synthèse et je vous dis à vendredi et au mois prochain pour les autres. Bonne journée et au plaisir. Au revoir.